on a Patrick qui nous dit que c'est important et cette notion d'incertitude par rapport au climat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On a un petit quart d'heure pour échanger, donc... Ouais, j'étais en train de taper ma question, enfin ma remarque, c'est pas une question, mais puisque personne ne parle, je prends la parole. Moi, je voudrais dire qu'aucun objet n'est simple. Tout objet est complexe. S'il est simple, c'est parce qu'on l'a simplifié. Car on a simplement oublié toutes les connexions qui ne nous intéressent pas et qui pourtant concernent cet objet qui le rend complexe par nature. Il est historique, tout objet est historique et l'histoire est nécessairement complexe. Si je peux me permettre de répondre, je pense qu'il y a une question de point de vue. C'est-à-dire qu'on a un point de vue, on pose des questions à partir de cet objet. Comme scientifique, on pose des questions, autrement on a un point de vue. Et c'est le niveau du point de vue qui fait que l'objet peut être simple ou complexe. C'est-à-dire, selon les questions qu'on pose, si on se contente de le regarder à un certain niveau, il peut être simple, considéré comme simple, c'est-à-dire que la pensée habituelle suffit pour en rendre compte. Et si on pose d'autres questions, il va être effectivement complexe et il va falloir un autre mode de pensée pour en rendre compte. Voilà, il me semble que c'est quand même important de voir que le point de vue est nécessaire, que la question qu'on pose est nécessaire pour, disons, pour savoir le degré de complexité auquel on va s'attaquer. Christophe Chauvin, vous avez parlé des rétroactions positives, mais il faut parler sans doute des rétroactions positives et négatives. La vie est une immense rétroaction négative, c'est bien ça? C'est sûr. Positive et négative. Je crois que c'est les deux. Vous avez tout à fait raison. Bon, j'étais très limitée dans le temps. Donc, les rétroactions négatives sont plus connues puisque c'est celle du thermostat, en fait. On est tout le temps en train de l'utiliser en réglant sa température. Mais vous avez tout à fait raison. Elles existent toutes les deux et très souvent, dans les systèmes vivants, on a un couplage entre les deux. Juste pour rebondir sur cette remarque-là, c'est tout à fait vrai. Ce qui est important de voir, c'est que les rétroactions positives sont source de morphogénèse et donc d'émergence en fait de structures à partir de peu, on va dire, et que donc c'est pour ça que c'est important de s'y intéresser de près parce que c'est ça qui va créer en fait le fait que des structures vont émerger. Et après, une fois que ces structures éventuellement vont consommer trop de leur environnement, là, il va y avoir des rétroactions négatives qui vont intervenir et qui vont faire qu'elles vont s'arrêter de croître ou d'apparaître. Donc, comme disait Janine, c'est vraiment l'interaction entre rétroaction positive et négative qui va faire le vivant. Mais il faut bien voir que souvent, les interactions positives sont à l'origine à la fois de l'émergence de nouvelles choses et aussi souvent de leur destruction quand un cycle vicieux intervient. Est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, l'augmentation de la rapidité de croissance des arbres, c'est une rétroaction positive? Alors, ce que je vous propose, j'en parlerai là dans l'exposé qui va suivre juste après, donc pas spécifiquement sur la croissance des arbres, mais je présenterai quelque chose qui permet de répondre en gros à cette question. Donc, si vous voulez bien, on pourra y répondre après ma présentation, si ça vous va. Très bien, pas de problème. Oui, Giuseppe. Dans ces formes de structuration, il y a des transitions critiques qui se font, donc celle de la formation de la mayonnaise en est un cas typique. Et dans le vivant, il y en a certaines, comme l'origine de la vie, qu'on ne connaît pas du tout, et qu'il faut éviter de voir comme
à travers des théories physiques, puisqu'il y a un changement de phénoménalité pour lequel il faut construire une théorie ad hoc des organismes. Par exemple, dans cette vision de la complexité, je crois qu'il faut totalement renverser le rôle entre les moléculaires et la structure de l'organisme. C'est-à-dire, les réseaux d'interaction moléculaires n'ont pas de sens. Hein. Les réseaux d'interaction moléculaire qui ont lieu dans une cellule ont des probabilités presque nulles de se former, comme ces immenses molécules qui composent. Et ce ne sont pas ces réseaux d'interaction qui déterminent la structure de la cellule, de l'organisme et de l'écosystème. Mais c'est exactement le contraire ce qui se passe. C'est-à-dire, dans un contexte d'un mouvement brownien donné et d'affinités chimiques qui dépendent du contexte, c'est la cellule, l'organisme qui canalise, contraigne et rend possible, sélectionne les réseaux d'interaction moléculaire. En cela, je suis contre une terminologie, par exemple, de l'émergence. Hein. Ce n'est pas la cellule qui émerge d'une auto-organisation de type physique, pas du tout. Un organisme n'est pas une auto-organisation d'un flot. Il utilise les flots. Il faut les prendre en tant que tel, structurés, et comprendre comme cette canalisation des flots est celle qui détermine, dans le sens de contraindre, canaliser, rendre possible, les réseaux d'interaction moléculaire. Donc, changer totalement le point de vue, et qui permet de saisir la complexité du vivant au niveau de la cellule, de l'organisme, et en général, c'est encore plus difficile, de l'écosystème. Aucune forme de détermination physique à partir des molécules permet de saisir les dynamiques d'un organisme. C'est plutôt l'analyse de l'organisme, la cellule, qui aide à comprendre ce qui se passe au niveau de la détermination moléculaire, les réseaux d'interaction moléculaire. Donc, si on veut agir sur l'organisme, il faut comprendre la cellule, l'organisme en tant que tel, à leur propre niveau phénoménal, et même au niveau de l'écosystème. Ensuite, on utilisera ces choses très importantes qui sont les molécules qui se situent dans l'organisme, comme l'ADN, qui est une contrainte incroyable. Enfin, c'est la trace physico-chimique de l'histoire. Mais en aucune façon ne détermine la dynamique de l'organisme. C'est une contrainte, ce qui est très différent. Ça, c'est pour moi le regard d'une complexité propre au niveau phénoménal. Et quand le physicien continue à dire qu'il va comprendre en regardant de près les molécules, par première réaction, elle lui dit « Essaye-moi de m'expliquer l'eau. » Puisque si on a un fluide traité dans le continu incompressible, Navier-Stokes, c'est la question de Navier-Stokes, en aucune façon on peut le comprendre en termes de molécules, de physique quantique. C'est-à-dire, Navier-Stokes, ça ne se comprend pas en termes de Boltzmann ni de Schrödinger. Il y a des théorèmes qui le disent. Quand on me dit, je vais comprendre la cellule en regardant les molécules, je dis d'abord, explique-moi le courant du Nigno, explique-moi l'hydrodynamique en termes de physique quantique ou en termes de molécules. Il y a des théories incompatibles. Il y a une barrière, puisque dans les cellules, il y a beaucoup d'eau. Alors, comme me disent qu'on va expliquer ça avec des molécules, si on n'arrive même pas avec une physique des particules à expliquer un fluide incompressible, qu'on se taise. Donc, le renversement qui prétend la complexité, c'est le choix du bon niveau phénoménal, comme font les physiciens de l'hydrodynamique, qui travaillent sur les courants de ligne. Ils disent des choses formidables. Ils s'en foutent totalement que ça soit fait des molécules. Hein. Ils ont des théories d'un fluide incompressible, d'un continu, et ils font des choses formidables. Puis, le problème se pose de l'unification, c'est-à-dire de proposer une théorie qui traite les différents niveaux ensemble. Ça, c'est le traitement d'une complexité, les différents niveaux qui doivent être unifiés, corrélés de façon scientifique, qui est un enjeu. C'est très intéressant si on arrive à corréler les fluides incompressibles aux dynamiques moléculaires. De même pour les vivants. Mais ce changement copernicien de point de vue décentré sur le bon niveau phénoménal, le regard, est pour moi au cœur d'une analyse de la complexité. Merci. Une deuxième question, si c'est possible. J'ai bien retenu, c'est le regard qui fait la complexité, la question. Donc, ça veut dire que l'analyse du complexe amène automatiquement à la sociologie et pour ne pas dire la politique. Si je peux répondre, je n'ai pas dit que c'est le regard qui fait la complexité.
Ce que je pense, c'est qu'en fonction du point de vue, on a besoin de voir plus ou moins l'aspect de la complexité. C'est-à-dire que dans un phénomène complexe, on va, pour le travailler, pour l'étudier, pour essayer de le comprendre, on va forcément simplifier et choisir un certain grain de effectivement, si on regarde, tout à l'heure Giuseppe vient de le dire, si on regarde un organisme, on ne va pas le comprendre, on ne va pas comprendre son fonctionnement au niveau avec les molécules, encore moins avec les quarks. Donc, c'est pas le regard qui fait la complexité, mais c'est le regard qui choisit le niveau de complexité auquel on va s'intéresser. Merci. Oui, je voudrais rebondir là-dessus parce que c'est extrêmement important, parce qu'effectivement, on choisit le niveau de complexité, mais il y a des conséquences à ce choix. Je prends un exemple que je trouve être particulièrement significatif, qui est la discussion sur les nouvelles biotechnologies actuellement, où on a des capacités d'obtenir des mutations à tel endroit précis du génome, ailleurs aussi d'ailleurs, c'est moins précis qu'on le pense, mais peu importe. Et les experts, et je n'invente rien, nous disent une mutation naturelle ou une mutation qu'on obtient avec CRISPR-Cas c'est la même chose parce que biochimiquement, voilà, on a changé une base et c'est la même chose et donc la législation doit s'appliquer exactement pareil, qu'il s'agisse d'une mutation naturelle ou d'une mutation induite par les nouvelles biotechnologies. Alors, je l'ai fait remarquer d'ailleurs ça dans une séance du Haut Conseil des biotechnologies où on nous racontait ça. Et je leur ai dit, oui, pour un biochimiste, c'est pareil. Mais ces êtres-là sont mis dans la société, ces OGM, et dans les écosystèmes. Or, si on prend le blé résistant à l'oïdium, qui a été obtenu avec les nouvelles biotechnologies, donc il existe, eh bien, pour l'obtenir par une mutation naturelle, il faudrait être capable d'analyser 10 puissance 21 plants de blé, ce qui est évidemment impossible. Donc, ce que vous nous dites avec votre regard réductionniste, c'est que quelque chose qui n'existe pas et qui ne peut pas exister, est équivalent à quelque chose qui existe. Bravo la science. Bon, merci Frédéric. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les échanges sur cette problématique, mais de toute façon, ça va continuer tout au long de la journée.